C'est bizarre de vous parler alors que je suis là et vous à côté. D'habitude, il est toujours éteint, votre plateau. Eh oui, bonsoir. Ben oui, au moins, on respecte la distanciation sociale. Alors là, c'est si sûr. Laurent, vous serez en direct samedi pour fêter les 100 ans de la radio. Mais vous êtes déjà sur le plateau. Comment se passent les préparatifs? Pour l'instant, là, je suis plutôt seul. Il n'y a personne. Mais c'est vrai qu'il va y avoir une trentaine d'invités pour fêter ces 100 ans de la radio. Franchement, c'est une des émissions que j'attends le plus avec impatience parce que j'aime tellement ça. Vous le savez, la radio. Et je vais retrouver des grandes voix que j'ai pu entendre quand j'étais adolescent ou même encore plus jeune parfois, et puis ceux aussi qui sont à l'antenne encore aujourd'hui. Et ce mélange, j'ai hâte de le vivre et de le voir sur le plateau. Alors Laurent, vous publiez un livre d'humour qui est aussi un livre sur l'humour et j'aurais bien aimé en parler en face à face avec vous. Donc moi aussi, on se voit pas si souvent. Revenez, j'ai du gel hydroalcoolique, j'ai tout, revenez. Alors très bien, j'arrive alors. Voici Laurent Ruquier du studio d'à côté qui rentre par là où les invités arrivent. Hop. En revanche, il faut faire attention à la marche. Ah ouais, attention. Il a failli se croûter. C'est pour ça que je passe jamais par les marches d'ailleurs, normalement. Et voilà, c'est notre plateau. Et voici Laurent Ruquier. Et voilà. Bonsoir Laurent. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau, je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Laurent, re-bienvenue. Vous tournez à côté de notre plateau depuis la rentrée, on occupe la même régie et je peux en témoigner. Vous rangez tout hyper bien avant de partir et tout est super propre le lundi, donc merci. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de faire de fête. Au début, on faisait, voilà, avant le reconfinement, il y avait un petit pot après l'émission, c'était sympa. Ah, parce qu'après le confinement, ce sera dégueulasse, c'est ça? Oui, voilà. Après, vous pouvez vous attendre peut-être même à nous trouver encore quand vous arriverez le lundi. Non, parce que les invités aiment bien, on est en direct, donc on finit vers 2h du matin. Et vous restez jusqu'à quelle heure? Les invités restent aussi parce qu'il n'y a nulle part à aller ailleurs. Donc, ils traînaient à boire des coups et tout. Bon, maintenant, on ne peut plus le faire, on n'a plus le droit. Mais on va pouvoir reprendre bientôt. Vous publiez, il est où? Ce livre, Finement con, c'est chez Flammarion. C'est un recueil de blagues. La plupart ont été dites sur RTL. Mais avec votre texte d'introduction, c'est aussi un livre militant. Un livre qui milite pour l'humour. Vous trouvez que l'humour est en danger? En danger, c'est un grand mot, mais quand même, c'est de plus en plus difficile pour les jeunes humoristes, je ne parle pas pour moi, mais pour les jeunes humoristes aujourd'hui, effectivement, de faire rire, parce qu'on voit bien que le moindre sujet... Pour vous aussi, sinon vous ne l'auriez pas écrit. Non, moi, ça va, je m'en sors d'abord. Je suis moins humoriste qu'avant. Là, c'est vrai que le confinement m'a servi de sujet principal pour continuer à faire rire dans l'émission. Puis surtout, c'est parce qu'on nous a demandé une demi-heure de plus sur RTL qu'il fallait inventer une nouvelle rubrique et qu'on a trouvé cette idée de faire des fake news. Et vous l'avez dit, c'est l'essentiel du livre, mais j'avais envie de montrer aussi dans cet avant-propos, je crois qu'il est important dans le livre, que oui, l'époque était difficile aujourd'hui parce que voilà, il y a une polémique qui naît dès qu'il y a un propos humoristique qui touche une catégorie de la population. Ouais, justement, vous faites la liste de tous les sujets sur lesquels on ne peut plus rire, elle est non exhaustive. Est-ce que vous pouvez la lire? Ah, si vous voulez, oui, bien sûr. En instabilité, c'est la page 10. Page 10. Alors, il ne faut plus vexer les défenseurs des animaux, les religions, les femmes, les homosexuels, la droite, la gauche, la CGT, l'extrême droite, les transgenres, les maigres, les gros, les roux, les secrétaires, les patrons, les belges, les accents, les asiatiques, les noirs, les bretons, les cultivateurs d'asperges, l'association des fans de Dalida, les rappeurs, les divas, le collectif des joueurs de boules, les bègues, les bossus, les puissants, les impuissants, les Balkany, la famille Villemain, les handicapés, le lobby des amateurs de kiwi, les tricoteurs d'Arras, les pépinéristes de l'île de Ré, les parents d'autistes, les frontistes, les frondeurs, les fouteux, les islamo-gauchistes, les boloristes, les collectionneurs de boules à neige, les eunuques, les cancérologues, les postiers, les prostituées, leurs clients, les ministres, les abstentionnistes, les lepénistes, les daltoniens, les directeurs de cirque, les confrères, les cons, les frères. Il ne nous reste plus grand-chose. Voilà. Beaucoup de jeunes militants pensent que c'est mieux comme ça. Oui, certains militants... De vexer personne. Non, vexer personne... Non, il faut qu'on puisse continuer à rire de tout. Maintenant qu'il y a eu un progrès de fait sur certains sujets, moi je suis d'accord évidemment qu'il y a des plaisanteries qui ne marchent plus aujourd'hui et qui faisaient rire encore il y a 20 ou 30 ans. Vous l'avez démontré parfois, parfois ici même. Ouais. Sur tous les sujets, d'ailleurs. Voilà, l'humour a évolué, ça il faut accepter. Mais il ne faut pas non plus fixer des limites qui deviendraient drastiques et qui feraient qu'aujourd'hui on pourrait ne plus rien dire du tout. Après, en effet, on a pratiqué un humour raciste à la télé française. Oui, il n'y a pas si longtemps que ça. Sûrement, mais voilà, c'était dans une époque, dans un contexte. En fait, tout dépend toujours qui, évidemment, fait rire. Ça vient. Voilà, j'ai expliqué, d'ailleurs, vous l'avez peut-être lu dans l'interview du Parisien, ça, c'est pas dans l'avant-propos, mais vous prenez Élie et Dieudonné. Aujourd'hui, vous faites dire la même blague à Élie et à Dieudonné, elle va être très drôle dite par Élie, et en revanche, elle est inacceptable dite par Dieudonné. En fait, voilà, c'est tout le sujet.
Et vous dites aussi que De Gay, par exemple, peut faire des blagues homophobes, ça passe. Oui, bien sûr. Enfin, pas des blagues homophobes. Elles ne le sont plus homophobes à partir du moment où c'est une blague entre gays, évidemment. Comme les Noirs font des blagues entre eux, comme les Belges, enfin moins, mais peuvent éventuellement faire pratiquer. Enfin, ça s'appelle l'autodérision, hein, tout simplement. Ça, c'est plus de l'humour, c'est de l'autodérision. Et vous, vous êtes censuré pour votre livre? Non, pour le livre, non, parce que ce sont vraiment non. Tu vas voir après. Non, je crois qu'on va... Il s'est pas censuré. C'est la preuve qu'on va... En fait, je n'avais pas envie d'être politiquement correct. Et d'ailleurs, aux grosses têtes, on n'est pas politiquement correct. Et ce livre le prouve, puisque ce sont, pour la plupart, effectivement, des phrases qu'on a prononcées entre 15h30 et 16h, puisque c'est dans la première demi-heure qu'on fait ces fake news. Et RTL, ils n'ont jamais dit, bon, ça, là-dessus, non, on voit moins là-dessus. Franchement, non. Quand il y a eu ce fameux rapport qui a été publié il y a quelques mois d'une association de journalistes LGBT, on a été soutenu par la station parce que c'était un rapport qui était un peu grotesque. Je peux comprendre, moi, évidemment, que certaines blagues qui choquent parfois, mais globalement, on peut dire que cette émission, en tout cas les grosses têtes, elle a plutôt évolué dans un sens de la tolérance. Et il suffit d'ailleurs d'entendre les auditeurs qui interviennent sur l'antenne pour comprendre que je crois qu'on est plutôt gay-friendly que l'inverse. Il y a eu un drôle de changement. Avant, la droite censurait les humoristes et la gauche les défendait. Aujourd'hui, vous dites que c'est le contraire. Comment vous expliquez ça? Oui, ça c'est vrai. Oui, mais c'est étonnant parce que c'est vrai. Effectivement, c'est ce que je raconte, c'est que avant on faisait des blagues contre les curés, par exemple. Alors le Figaro s'énervait, mais on était soutenu par Libération, l'Obs, la gauche en général, et quelles que soient les catégories. D'ailleurs, la liberté d'expression, Charlie Hebdo, évidemment. On était tous Charlie, souvenez-vous, à un moment des attentats. Puis alors, plus ça va, plus les années passent, plus c'est effectivement l'inverse. Quand on commence à être... Ça relève du parcours d'obstacles. Oui, ça relève du parcours d'obstacles. On est insolent. Et dans ces cas-là, on est défendu effectivement plutôt par Le Figaro, Le Point. Moi, je suis épaté de voir que les humoristes sont défendus mais par... Vous êtes en train de devenir de droite. Non, justement, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Et en revanche, l'Obs, évidemment, ou Libération, pour plaire à une partie de leurs lecteurs. Ce qui reste, hein, d'ailleurs, c'est là où je pense qu'on voit bien qu'ils font... C'est là où il y a le problème. C'est là où on voit bien qu'ils font une erreur. Pour plaire à une partie de leur lectorat, ils disent ah ben non, ça c'est vrai qu'on n'a pas le droit de toucher à ça. Alors l'humoriste là-haut, pas bien, pas beau, lui on l'aime pas. C'est pas normal. Ils devraient aussi, les journaux de gauche, défendre la liberté d'expression comme ils le faisaient il y a 30 ou 40 ans. Du coup, vous êtes toujours de gauche? Toujours. Ça, je n'ai pas changé, mais être de gauche, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire être encarté. Moi, je n'ai jamais été militant. En fait, je suis de gauche, mais je ne suis pas militant. Vous n'avez jamais été encarté? Non, jamais. Non, puis j'ai pas envie et je le serai jamais. Mais dans quoi que ce soit d'ailleurs, j'aime pas les communautés quelles qu'elles soient. Voilà. Moi j'aime bien mon indépendance et ma liberté de ton et c'est ce qui permet justement de ne pas être politiquement correct. Et vous avez dit que vous aviez voté Mélenchon au premier tour et Macron au deuxième tour. Si en 2022, au deuxième tour, est-ce que vous abstiendrez? Non, évidemment s'il y a... Mais je crois pas... Je voulais que je vous dise, je ne pense pas que ce sera un... Je sais pas pourquoi. Je pense pas que ce sera un deuxième tour Macron-Marine Le Pen. Mais si c'était le cas, oui, je revoterais Macron. Mais je préférerais qu'il y ait un autre deuxième tour que celui-là. Sans l'un, sans l'autre, ce serait formidable. Vous aviez prévu le débat Schiappa-Hanouna oui. Il y a genre un an. Non, avec peut-être arbitré par les deux. Avec peut-être Jean-Marie Bigard comme candidat aussi. On ne sait pas. Non, enfin franchement, on ne sait pas ce qui se passera dans un an. Moi, quand on me demande pour qui je vote, je réponds. Mais j'incite pas forcément les gens à faire comme moi. Chacun vote pour qui il veut. Et je n'ai jamais été militant au sens où j'ai dit vous m'avez jamais vu dans un meeting, j'ai jamais animé quoi que ce soit pour un parti. Je suis pas ami avec des politiques quels qu'ils soient. Mais c'est vrai que si vous me demandez pour qui je votais, je suis plutôt franc, je réponds. Voilà. McFly et Carlito qui répondent positivement à Macron, ça vous n'avez pas aimé? C'est pas que j'ai pas aimé, je les comprends. J'explique que les jeunes aujourd'hui les jeunes humoristes se font connaître grâce aux réseaux sociaux, grâce à YouTube et à tout le reste. Donc dès qu'il y a une sorte de polémique, un like ou un pouce en bas, alors d'un seul coup c'est la catastrophe parce qu'ils disent voilà, je suis en train de perdre 2000 personnes ou 3000 personnes. Donc ça restreint évidemment leur liberté d'expression. Et puis là, c'est un formidable coup de pub, faut reconnaître pour eux. Pour qui? Pour eux et pour Macron. Ah voilà, oui. Évidemment. Non, parce que j'explique qu'effectivement, c'est pas normal aujourd'hui que les humoristes, j'ai trouvé que les humoristes étaient un peu, à part mon copain Nicolas Bedos, étaient peut-être un peu mou du genou pendant le premier et le deuxième, plus pendant le deuxième, parce que le premier, on savait pas trop encore, c'était normal d'accepter. Mais je trouve que depuis un an, les humoristes ont été un peu trop politiquement corrects, un peu gna gna, faut mettre le masque, soyez raisonnable, soyez sage. C'est pas le rôle. Coluche ou Desproges auraient dit ah oui, le geste barrière, tiens, le voilà, le geste barrière. Voilà ce qu'aurait fait Coluche et Desproges. Mais ils n'auraient pas fait une chanson comme McFly et Carlito pour dire ah là là, il faut respecter les gestes barrières, monsieur Macron l'a dit. En gros, on se fait chier.
Pardon? En gros, on se fait chier. Oui, bah, pas moi. Moi, je suis plutôt privilégié. Je continue à m'amuser beaucoup, et à la radio et à la télévision. Donc, quand je râle, quand je gueule, comme je le fais dans ce livre, c'est pas pour moi. En tout cas, la nouvelle génération, elle est un peu chiante. Ben, c'est pas qu'elle est un peu chiante, mais d'abord, elle n'est pas gâtée, la nouvelle génération, il faut bien dire. Voilà, et moi, je suis un vieux con, hein, aujourd'hui. J'ai bientôt 60 ans, je vous rappelle, Yann Barthès. On a reçu Michel Sardou hier. Oui, j'en suis pas là encore. et puis, je me souviens de tous mes textes. Mais quand même, non, je vois bien quand même que les jeunes aujourd'hui... D'abord, ils sont malheureux, les jeunes, depuis un an, pour la plupart, quand même. Vous vous rendez compte, la vie d'un jeune aujourd'hui, ce que c'est terrible. Moi, c'est pour ça que j'étais plutôt sur la ligne, pendant ce confinement, de André Comte-Sponville ou Bernard-Henri Lévy, qui ont été les rares voix, ou même Christophe Barbier. C'est rare quand je suis d'accord avec Christophe Barbier, mais là c'était le cas, qui ont été sur cette ligne. Il y en a marre de cette, non pas dictature, parce que moi c'est un mot que je n'emploie pas, on n'est pas en dictature en France, mais de cette hystérie médiatique sanitaire. Voilà ce qu'on vit et ce qu'on a vécu depuis un an. Et puis on le vit encore, on voit encore qu'aujourd'hui il y a des médecins sur les hôpitaux, sur les chaînes d'info. J'allais dire sur les hôpitaux, c'est un lapsus révélateur, sur les chaînes info, je voulais dire, qui sont transformées. Elles vous obsèdent, les chaînes d'info. Non, mais elles sont transformées en hôpitaux, les chaînes d'info. Les mecs, et on les voit tout le temps là, c'est absolument hallucinant. Et ils sont là à nous dire, là encore aujourd'hui, ah mais non, il ne faut pas cet été, il faut faire très attention. Souvenez-vous qu'à la rentrée dernière, on était tous responsables du rebond de l'épidémie. On nous a dit, ah là là, mais vous avez trop fait la fête pendant l'été, Je trouve ça pas possible. Je trouve que les médias, vous compris, voilà, TF1, France 2, ma chaîne, RTL, tous les médias ont été trop politiquement corrects et ont suivi Olivier Véran et M. Delfrécy comme des petits chiens. Le maréchal Véran, vous dites. Oui, le maréchal Véran, oui, parce que tout ce qu'il disait était parole d'évangile. Il fallait faire quoi alors du Il n'y coup avait pas assez de contradictions. Les gens ont peut-être flippé. Oui, les gens ont eu Les peur. journalistes aussi ont eu peur. Oui, mais... Nous, on a eu peur. Oui, mais c'est justement, cette... alors là, je vais parler de dictature. Cette dictature, attention, de la peur. Oui. Celle-là, je ne la comprends pas, je ne la supporte pas. Vous avez pas eu peur ? Le rôle des médecins et le rôle... Non, jamais. Jamais eu peur ? Jamais. Ben nous, on a eu peur. Ben non, moi jamais. Moi jamais, d'abord parce qu'il suffit de voir les chiffres. Et justement, on nous les a cachés dans un premier temps. Et moi, je ne suis pas complotiste, je me suis fait vacciner il y a 15 jours et je conseille à tout le monde de se faire vacciner. Donc vraiment, voilà, et tant mieux et qu'on soit le plus possible à se faire vacciner, puisque c'est ça qu'il faut faire pour qu'on s'en sorte. Mais franchement, la vie qu'on vit depuis un an, pas moi, je suis privilégié, je travaille à la radio, à la télé, je peux me faire des autorisations de déplacement comme je veux, comme nous tous dans ce métier. On est des privilégiés. Mais la plupart des Français, mais ce qu'ils vivent, ils ne peuvent pas sortir de chez eux, remplir un formulaire pour sortir son chien, les petites épiceries dans des bourgades où il n'y a même pas... Et vous l'avez fait avec votre chien ? Oui, je l'ai fait. Rempli bien. Oui, parce que je suis civique, justement. Je porte le masque et tout. Voilà, je suis civique, mais je râle parce que je trouve que notre boulot, c'est de râler. Je ne supporte pas le mensonge et je ne supporte pas qu'on culpabilise les Français. Ça n'est pas de notre faute, les Français, et d'ailleurs les populations dans le monde entier. C'est ce qui s'est passé. Et prenez l'exemple de M. Véran à l'Assemblée nationale. À quel moment ? Je crois que c'était au mois de juin dernier. Je ne voudrais pas me tromper sur les dates, mais en tout cas avant l'été, quand pour faire taire l'opposition à l'Assemblée nationale, il a pris un exemple d'un jeune de 28 ans, avec des trémolos dans la voix, qui était en train de mourir. Ce qui est vrai, évidemment, je ne l'accuse pas de mensonge sur ça, et c'est terrible pour ce jeune homme et pour sa famille. Mais comment peut-on prendre l'exemple à l'Assemblée nationale pour faire taire l'opposition d'un jeune homme de 28 ans, alors que, vous savez combien il y a de personnes de 30 ans qui sont mortes du Covid depuis un an ? Est-ce que vous savez ? Eh ben, je vous propose d'aller vérifier, parce que je veux pas donner un mauvais chiffre, mais en tout cas, dans Marianne... C'est moins d'1%. Combien ? C'est moins d'1%. Oui, moins d'1%, mais moins d'1%, ça veut rien dire. Regardez le chiffre, parce qu'un moins d'1% de quoi ? Oui, mais il y a Moins d'1% de quoi ? Moins d'1% des gens qui ont attrapé le Covid ou moins d'1% de la population ? Vous voyez déjà, on balance des chiffres qui ne veulent rien dire. Il faut toujours contextualiser un chiffre. C'est comme en ce moment, je vous entendais parler du Brésil. Alors on nous donne le nombre de morts au Brésil. On nous rappelle jamais le nombre d'habitants au Brésil. Faites le ratio entre le nombre de morts au Brésil et le nombre d'habitants, puis comparez-le au ratio français. On va s'amuser un peu. Et donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Eh bien, il faut juste que les journalistes fassent leur travail. Et ça, c'est ce que je reproche aux journalistes, c'est qu'ils ne le font pas. Par exemple, on nous annonce, ça m'énerve, on nous annonce l'autre soir. Vous êtes chaud, hein ? Mais je vais vous dire, j'en profite, je suis en promo, et je ne suis pas dans mon émission, je peux dire ce que je veux. Allez-y. Ben non, mais c'est vrai, parce que dans une émission, on n'est pas là pour prendre la parole, et j'en profite. Mais quand on nous annonce, par exemple, j'ai encore vu ça, je ne sais pas si c'est sur CNews ou sur BFM. CNews. Et c'est... je sais que vous ne les aimez pas, mais bon...
Je regarde moi aussi plus CNews en ce moment que BFM, bien que ce soit mon ami Marc-Olivier Fogiel qui dirige BFM. Au moins on rigole plus. Puis ça me... Et pourquoi vous regardez plus ces news? Parce que ça me redonne des petites piqûres de gauche de temps en temps. Vous voyez. Mais... Et ça, c'est un argument qu'on entend régulièrement, encore aujourd'hui, parce que, hélas, évidemment, moi, je compatis pour les familles, les morts, 200 ou 300 morts par jour, encore comme aujourd'hui. C'est trop, évidemment que c'est trop. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut laisser les gens mourir. Je dis juste qu'il faut éviter que les gens meurent et laisser les autres vivre. Voilà ce que je suis en train de dire. Et ça, on ne fait pas assez ça. Et par exemple, voilà un autre argument qu'on entend. On entend ah, mais il y a un Boeing qui se crache tous les jours et puis tout le monde s'en fout. Voilà, c'est l'argument qu'on entend chez tous les journalistes encore. Factuellement, c'est la vérité. Oui, mais alors factuellement, il y a 1600 morts par jour depuis je ne sais combien d'années. 1600 morts par jour, 600 000 morts par an. Tout le monde s'en foutait les autres années. Ça fait combien de crashs de Boeing? 1600 morts par jour. Et morts de quoi? De morts naturelles? Pas de morts naturelles, d'accidents de la route, de cancer. Il y a bien d'autres maladies que le Covid quand même. 1600 morts par jour, toutes morts confondues. Pourquoi les chiffres, on ne les ramène jamais aux autres vrais chiffres? On nous balance un chiffre sans nous expliquer le contexte. 200 morts par jour, certes, c'est un crash de Boeing chaque jour, mais sauf qu'il y a plusieurs crashs de Boeing tous les jours, toutes maladies confondues, accidents de la route, et je vous en passe. Il faut quand même recontextualiser les choses. C'est le travail des journalistes, travail qu'ils ne font pas. Et je termine sur Véran, parce que je n'ai pas terminé. Non, le cas du jeune homme de 28 ans, c'est évidemment terrible, c'est évidemment triste, mais voilà, effectivement... Pourquoi on nous a menti pendant tout ce premier confinement sans nous donner les chiffres et sans nous dire qui étaient les vraies cibles du Covid? On le sait, voilà, c'est les personnes âgées. On n'a pas voulu nous le dire pendant le premier confinement. On cachait, on ne nous le disait pas. On l'a su après, deuxième confinement, on l'a su. Mais si ça avait été vrai, que les jeunes avaient une possibilité on va dire, si haute, un pourcentage si haut, un risque si haut de mourir, alors il faut ouvrir aujourd'hui la vaccination aux jeunes de 28 ans. Ce jeune de 28 ans qui a été donné en exemple par Monsieur Véran, aujourd'hui, il ne pourrait pas être vacciné. Vous ne voyez pas un paradoxe là? Mercredi, il pourra. Oui, mais enfin quand même. Vous voyez bien quand même qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette communication-là. Et les vieux ne méritaient pas de mourir non plus. Bien sûr, mais jamais je pense ça. Vous savez, moi, les vieux, je les respecte beaucoup et j'ai des amis encore plus vieux que moi, ça existe, et je vais les voir régulièrement. Et puis j'ai eu aussi, moi, des gens dans mon entourage qui sont morts du Covid, c'est comme ça. Mais vous savez, j'ai aussi des gens dans mon entourage qui sont morts du cancer et de bien d'autres maladies. Et le pays s'est pas arrêté pour autant il y a quelques années de ça. Non, il y a vraiment un petit problème dans cette hystérie autour du Covid depuis un an. Voilà ce que je pense. Maintenant, on n'est pas obligé de penser comme moi, mais ça me fait du bien de le dire. Non, mais on vous a entendu. Et on voit que ça vous fait du bien. Oui. Vous avez autre chose? Allez-y. Non, regardez, le reste, c'est dans Finement con, confinement. Je l'explique pour ceux qui n'auraient pas compris le titre. Vous avez du public en ce moment aux grosses têtes ou pas? Alors, aux grosses têtes, non, on n'en a pas eu pendant un long moment. Et depuis 3 semaines, on paye, enfin pas en moi, mais M6, bientôt TF1 peut-être, paye si Vous avez des infos là-dessus? Je ne sais pas, et vous alors? Non. C'est comment la maison TF1? Eh ben, très bien. Ah bon? C'est très bien, mais on n'a pas d'infos là-dessus. Vous me rassurez alors. Très bien. Bon, pour racheter RTL et ça doit bien M6. aller. Oui, c'est pas ça, c'est que peut-être il va peut-être falloir faire du ménage aussi, je veux dire, chez vous, quoi, je veux dire. Ah bah, vous pensez? C'est parce qu'on est cher. Ah bah écoutez, j'en sais rien. Et donc, le public? Le public, c'est, je crois, des intermittents du spectacle qui sont payés. Ça aussi, voilà. Quand on parle des Ça, c'est un peu faux cul. Quand on parle des incohérences, mais c'est partout, enfin pas chez vous manifestement, mais sur tous les plateaux télé, les jeux, toutes les personnes qu'on voit dans le public en ce moment sont des intermittents du spectacle qui sont payés. C'est pas du vrai public qui sont payés pour applaudir, parce que en fait, si vous êtes payé, vous avez le droit de mourir. Ça, il faut savoir. C'est ça aussi une nouvelle incohérence quand même. Non mais franchement, c'est ça que je veux pointer du doigt dans mon bouquin. Et depuis un an, on est dans c'est un néologisme qu'on entend beaucoup, l'absurdistan, c'est ça. Mais c'est pas seulement en France, c'est dans le monde entier, l'absurdistan, mais on le vit totalement. Alors voilà, vous êtes payé, vous avez le droit de venir dans une salle, parce que c'est pas très grave vu que vous êtes payé si vous mourrez. Non, on devrait laisser le public avec une distanciation venir, parce que c'est normal de faire attention, mais laisser le public revenir dans les émissions, les salles. Nous, on épingre. Mathieu, merci d'être venu sur le plateau de Juste à côté. Je vais y retourner. Vous y retournez bosser? Ben oui. Pour de vrai? Non. Ah, d'accord. Je Je trouvais ça bizarre aussi. Donc c'est samedi, les 100 ans de la radio, si on peut c'est plus sur France mentir 2. en télé, où est-ce qu'on va mentir? Franchement. C'est à 23h30, quelque chose comme ça sur 23h30. France 2 jusqu'à 2h du matin. 1h30 du matin, oui, on va le faire 2 heures. Finement con, c'est chez Flammarion et c'est le coup de gueule de Laurent Ruquier. Et on va partir avec la chanson